Merci. Je voudrais d'abord vous dire que je ne souhaite pas cacher mon plaisir d'être ici ce matin. J'ai l'occasion de voyager un petit peu. Je dois dire que vous êtes les champions du monde, vous les Marocains, vous êtes les champions du monde pour la chaleur de l'accueil. Donc merci mille fois. Et je suis très très sincère en disant ça. Donc un grand merci spécialement à toi Abdellah, compte tenu des circonstances aujourd'hui. Donc je vais faire un topo sur les complications osseuses des médicaments et je vous promets que je ne dirai pas un mot sur la cortisone, ce qui peut être une gageure bien entendu, mais ça fait tout l'intérêt probablement de certaines informations qu'on va partager. Voici mes liens d'intérêt, aucun avec le topo du jour. Et je voudrais commencer par un cas clinique, histoire de vous immerger dans le métabolisme phosphocalcique. Après, je vous promets qu'on ne parlera plus que d'ostéoporose, mais ça, c'est un cas qui nous a posé quelques soucis et que je souhaitais partager. 74 ans, adressé par les internistes qui sont très inquiets par la santé de cette patiente, et à juste titre. Elle est très altérée, elle est très douloureuse, elle est quasiment gravataire, et la scintigraphie osseuse montre qu'il y a quelques problèmes, quoi. Vous en conviendrez. Alors, il y a quelques problèmes, il y a quand même quelque chose d'assez rassurant sur cette scintille, fort inquiétante par ailleurs. Je dis ça surtout pour les plus jeunes, hein. Si vous voulez briller au staff, vous faites remarquer immédiatement que les fixations costales sont linéaires, et des fixations costales linéaires, ça n'existe pas dans les métastases. Ça évoque très fortement une ostéomalacie, une fissure malacique. Et cette patiente a effectivement un syndrome malacique extrêmement sévère. Donc on fait le métabolisme phosphocalcique, qui, comme vous le voyez, ne comporte que des examens sanguins pour commencer. On constate bien sûr que le phosphore est extrêmement bas. On le vérifie plusieurs fois parce que les hypophosphatémies aiguës, c'est très fréquent. Donc là, c'était une hypophosphatémie chronique, toujours inférieure à 0,5. Donc c'est seulement dans ces cas-là qu'on est autorisé à faire des urines. On va aller regarder la phosphaturie. Normalement, elle est effondrée, si c'est d'origine digestive. Si la phosphaturie, avec une telle phosphatémie, n'est pas effondrée, c'est qu'il y a un problème rénal. Ce qui est le cas ici, vous voyez que la phosphaturie est élevée, donc c'est un diabète phosphaté, un syndrome de Fanconi. Alors c'est un syndrome de Fanconi s'il y a plusieurs fuites rénales. Là, en l'occurrence, il n'y a que du phosphate, donc c'est un diabète phosphaté sélectif. Donc on dose le FGF23, il est très élevé. Donc le diagnostic à ce stade ne peut être que ostéomalacie oncogénique. Donc on cherche la tumeur. Il se trouve que compte tenu de la gravité du tableau clinique initial, elle avait déjà le PET scan et le scan TAP qui étaient négatifs. Pas la moindre trace de tumeur mésenchymateuse chez cette patiente. Donc on se pose à ce moment-là la question des causes médicamenteuses. Comme toujours, vous allez voir, quand on est coincé dans les maladies osseuses, on va réfléchir un petit peu sur les médicaments. Et on s'est rappelé que quelques semaines avant, on a vu dans le service un patient qui avait aussi un syndrome fissuraire extrêmement important. Donc il avait été adressé, c'est intéressant pour le topo de cet après-midi, très respectueusement, il avait été adressé pour une prothèse douloureuse du genou. En fait, la douleur était bien entendu liée aux fissures multiples qu'avait ce patient, et c'était des complications du ténofovir dans un contexte d'hépatite C. Et effectivement, cette patiente avait depuis 5 ans, pour un rendu ossellaire, des injections de Ferinject. Le Ferinject est une cause d'hypophosphatémie aiguë à chaque injection, parfois chronique, avec un syndrome de Fanconi qui peut apparaître. Et donc cette dame, elle avait une ostéomalacie hypophosphatémique liée aux injections de Ferinject. Ça a été très difficile de négocier avec les internistes après, parce que la rentabilité du Ferinject est excellente, bien meilleure que celle des autres sels de fer. Et donc on a eu quelques difficultés à les faire arrêter, trouver une substitution, etc. Mais en tout cas, c'était finalement la solution. Donc bien réfléchir dans ces situations complexes sur le fait que de temps en temps, on est amené à discuter un médicament. Et je précise que c'est la seule ostéomalacie oncogénique, que c'est le seul diabète phosphaté responsable d'un tableau ressemblant à une ostéomalacie oncogénique, y compris avec augmentation du FGF23. Pour tous les autres, ce sont des hypophosphatémies chroniques. Alors, je reste une seconde sur le domaine des antiviraux pour vous dire que le tenofovir, traitement particulièrement efficace dans certaines infections, hépatites et surtout le HIV, est responsable d'hypophosphatémie. C'est quelque chose qui est bien connu. De temps en temps, ces hypophosphatémies peuvent s'autonomiser et il existe aujourd'hui un analogue qui a été développé spécifiquement pour ce trouble métabolique du phosphore et de l'os. Vous voyez un papier prestigieux dans le Lancet
qui montrent qu'il y a moins d'effets hypophosphatémiants, moins d'effets sur la densité osseuse, et donc c'est le produit qu'il faut utiliser aujourd'hui. Nos collègues infectiologues disposent de beaucoup de traitements pour le HIV. Ce sont maintenant des combinaisons, comme vous le savez. Je crois qu'il faut que nous fassions vraiment l'effort de regarder ce qu'il y a dans ces combinaisons. Par bonheur, les patients ne prennent plus 20 comprimés par jour, mais 2. Il faut bien regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces comprimés, car dans certains cas, les maladies métaboliques associées sont désormais bien connues. Et puis, toujours dans ce domaine, je voudrais vous citer ce papier qui a été une base de réflexion intéressante sur le métabolisme osseux. C'est un papier, enfin, c'est une étude prospective qu'on a fait avec Karine Brio dans le domaine du HIV avec les collègues infectiologues. Alors, vous voyez que ça remonte déjà à quelques années. Donc, l'étude avait commencé en 2006, à l'époque où on avait le début des associations de différents antirétroviraux et une situation des patients ayant un HIV symptomatique ou un sida très dégradé sur le plan osseux. Il y avait des situations d'ostéoporose liées à la maladie virale, à l'altération de l'état général, aux troubles digestifs, etc., qui étaient très inquiétantes. Et vraiment, le rationnel de l'étude était de dire, bien, on va donner des antirétroviraux efficaces, donc on va améliorer la situation osseuse. Et le résultat de l'étude est que c'est une étude randomisée entre 2 types de chimiothérapie antivirale. Quel qu'elle soit, l'effet sur le plan infectieux et antiviral était brillant. En revanche, sur le plan osseux, il existait une diminution très importante, vous voyez ici à 48 semaines, de la densité osseuse aux différents sites. Autrement dit, le paradoxe était qu'on réglait le problème infectieux, mais qu'on déclenchait une perte osseuse. On avait quelques hypothèses et finalement ceci a été expliqué quelques années plus tard par un modèle animal de rongeurs déplétés mis en aplasie médulaire à qui on faisait une recolonisation par les lymphocytes et qui devenaient ostéoporotiques. Et l'idée, c'est que cette recolonisation lymphocytaire fait réintroduire le système Rank-Ligand et donc fait réintroduire la stimulation ostéoclastique. Ça, c'est une leçon qu'on doit garder pour toutes ces situations de patients greffés qui vont être finalement recolonisés, donc qui vont guérir de leurs problèmes. Mais dans les premiers 6 à 12 mois, il va y avoir une hyper-résorption osseuse liée à la réapparition de ce système Rank-Ligand. Après, les choses s'améliorent, la densité osseuse va s'améliorer, elle va s'améliorer, comme attendu, en parallèle avec l'amélioration de la situation clinique. Mais cette situation très transitoire du début de la recolonisation est bien à connaître et ça correspond bien effectivement à la physiopathe. Alors j'en viens maintenant à des situations plus banales, on va dire, si vous permettez, en tout cas assez classiques en consultation. Ça, c'est un patient vu dans le service, 74 ans, qui fait une symptomatologie très particulière, un syndrome fissuraire des membres inférieurs. Vous voyez, c'est-à-dire fissure du calcanéum, du condyle fémoral, du col fémoral, d'un métatarse, etc. Et ça tourne comme ça sur plusieurs mois. Les fissures guérissent plus ou moins et ça ne concerne que les membres inférieurs. Ce patient, il est un peu fragile, vous en conviendrez. Il a eu des troubles du rythme. Enfin, sur le plan du cœur, il y a à la fois l'électricité et les tuyaux qui ne marchent pas. Il a fait un accident vasculaire cérébral dont il a à peu près récupéré au plan fonctionnel. Il a un diabète, il a une polyarthrite rhumatoïde. Donc il prend beaucoup de médicaments. Par ailleurs, il vient parce qu'il vient de faire une fracture bimalléolaire spontanée, c'est-à-dire qu'en se relevant de la chaise, la cheville a cassé. Et pourtant, la densité osseuse est normale, le métabolisme phosphocalcique est normal, et donc on est dans une situation typique de grande fragilité osseuse inexpliquée, et par le plan structural, et sur le plan métabolique. Donc on est typiquement dans une situation dans laquelle une ostéopathie métabolique doit être recherchée. Et il se trouve que ce patient, il a plein de médicaments que l'os déteste. Donc on va les prendre les uns après les autres en se posant à chaque fois la même question, c'est 1, est-ce qu'il y a des données suggérant que ce médicament est associé à plus de fractures? 2, est-ce que c'est plausible ou est-ce que c'est une association par hasard? Et 3, bien entendu, est-ce que c'est la maladie qu'on traite ou est-ce que c'est le médicament qu'on donne qui est responsable de la fragilité? Donc on va commencer par le truc le plus connu, c'est les AVK. Bien sûr que c'est très plausible. La vitamine K est nécessaire à la carboxylation des protéines, en particulier des protéines osseuses. Et l'ostéocalcine décarboxylée est un facteur de risque de fracture. Donc la prise au long cours d'AVK, il est plausible que ça puisse s'associer avec une augmentation du risque de fracture, ce qui est le cas dans plein d'études, je vous en cite une seule, où il existe en effet une augmentation
du risque de fracture chez les patients qui reçoivent des AVK, même ajustés sur les différents facteurs de risque habituels. Alors, comme je vais dire beaucoup de mal des médicaments, je voudrais quand même dire du bien d'une classe au moins, c'est les bêta-bloquants. Dans ce papier, il y a un petit alinéa disant que cet effet est gommé chez les patients qui prennent en même temps des bêta-bloquants. Alors, il y a des récepteurs aux bêta-bloquants sur les cellules osseuses, et sachez qu'il y a un essai phase 3 en ce moment à la Mayo Clinic sur bêta-bloquants dans la prévention de la perte osseuse post-ménopausique. Donc, tous les médicaments n'ont pas forcément d'effet délétère. En tout cas, cette notion est parfaitement connue, mais elle doit être pondérée par une autre notion bien connue aussi, c'est qu'avoir des troubles du rythme augmente le risque de chute et augmente le risque de fracture. Dans ce papier, vous avez l'augmentation du risque de fracture chez les patients qui ont été inclus sur le critère hospitalisés 2 fois pour une ACFA. Donc le passé d'ACFA, justifiant une hospitalisation parce que c'est plus facile pour inclure des patients, bien entendu, est un facteur de risque de fracture. Et donc on est typiquement dans cette situation où le trouble du rythme qu'on soigne est en soi un facteur de risque de chute et de fracture, et les AVK en soi peuvent également, par leur effet sur la matrice osseuse, avoir un effet d'aggravation de ce risque. Alors, y a-t-il des solutions? Ben oui, les cardiologues les ont trouvées avant nous. Maintenant, on donne des anticoagulants oraux. Et pour autant qu'on sache, il n'y a pas d'augmentation du risque de fracture. Alors, les données sont toujours, bien sûr, comparées, non pas à un placebo, mais aux médicaments de référence. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'avec les anticoagulants oraux, l'augmentation, enfin, ou plutôt la fréquence des fractures observées avec les AVK n'est pas observée. Donc sur ce point-là, ce patient est sous Préviscan, on va essayer de réfléchir s'il pourrait prendre d'autres types d'anticoagulants. Deuxièmement, il prend des IPP. Tous nos patients prennent des IPP, on est d'accord. Or, les IPP sont associés à une augmentation du risque de fracture. Ça, c'est une étude qu'on avait conduite chez 1211 femmes parfaitement normales, suivies en consultation post-ménopause. Chez celles qui prenaient de l'oméprazole tous les jours pendant la totalité du suivi, ce facteur de risque ici de fracture était particulièrement élevé et ressortait au même titre que les facteurs de risque habituels. Donc, il s'agit bien de gens, vous voyez, une petite minorité dans l'étude, qui prenaient un IPP tous les jours. Et ces données ont été confirmées par de très nombreuses études, des méta-analyses. Il n'y a pas de doute sur le fait que la prise d'IPP chronique, je reviendrai sur ce point, et chronique est très important, est associée à une augmentation du risque de fracture. Toutes les études le montrent. Pourquoi? Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien se rappeler dans l'histoire, quand les études sur les IPP ont été conduites au départ, c'était avec l'idée que, puisqu'on était capable de bloquer la pompe à H+ de l'estomac, on pouvait espérer pouvoir le faire aussi de celle du rein et celle de l'os. Mais il se trouve que le récepteur n'est pas le même, la structure quaternaire du récepteur n'est pas la même, et donc ce qui marche sur l'estomac ne marche pas sur l'os. On a essayé pas mal de choses, en particulier pour certains d'entre vous qui nous accompagnaient il y a quelques années, vous vous souvenez sans doute des anti-H2, du Tagamet. Bon, je sais que ça ne parle pas à la moitié de la salle, mais peu importe. Pour ceux à qui ça parle, rappelez-vous que l'on donnait le Tagamet dans des gastrites chroniques, et donc il y a pas mal d'études qui comparent, pas mal d'études de l'époque, de notre époque, qui comparent l'effet du Tagamet et l'effet des IPP sur l'os. Il y a un effet plutôt protecteur du Tagamet, suggérant que la gastrite chronique, c'est-à-dire l'inflammation chronique, pourrait avoir un effet osseux. En revanche, pour les IPP, il a été montré en effet une augmentation du risque. Et aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que la seule étiologie possible, c'est probablement par la modification du pH, la diminution de l'absorption du calcium. Donc peut-être un effet d'hyperparasmondaire chronique et quelque chose ainsi qui pourrait expliquer cet effet délétère osseux. En tout cas, j'ai insisté tout à l'heure sur le mot chronique, c'est le plus important. Ça n'a aucun effet osseux de prendre un IPP pendant 15 jours parce que vous prenez un anti-inflammatoire ou parce que ça vous gratte un peu. Il s'agit, dans toutes les études, de patients prenant des IPP, enfin, ayant besoin d'IPP de manière quotidienne pendant plus de 4 ans. Ce n'est pas si rare, finalement, en consultation. En tout cas, c'est un marqueur. Faut-il l'arrêter ou pas? La réponse est, vous allez vous faire haïr par vos patients si vous leur demandez d'arrêter un IPP. Le confort apporté par ces médicaments est absolument exceptionnel. Je crois qu'il ne faut pas le raisonner de cette manière. Il faut leur laisser si vraiment c'est utile, en sachant que ça vaut le coup d'essayer de les challenger sur ce point, parce que parfois les ordonnances sont renouvelées sans qu'on sache très bien pourquoi. Mais en tout cas, s'ils ne peuvent pas continuer, il faut simplement augmenter les apports en calcium et vitamine D. De ce point de vue, ça paraît utile, et faire bien sûr une recherche d'ostéoporose sous-jacente, l'IPP étant considéré comme un facteur de risque
significatif, mais pas plus. Alors vous pouvez peut-être vous poser la question aussi de si je donne des bisphosphonates par voie orale, que ça gratte un peu et que je suis obligé de donner un IPP, est-ce que je diminue l'effet de ce bisphosphonate? La réponse est non. En tout cas, ça c'est une analyse post-hoc qu'on avait faite dans les données du risedronate. On n'avait vu aucune différence de l'efficacité de ce traitement chez les patients qui prenaient les IPP ou pas, en se rappelant bien que c'était un essai thérapeutique, donc les patients avaient une recharge en calcium et vitamine D systématique. Donc de ce point de vue, je crois que ce serait difficile d'arrêter ce traitement. Pour ce patient, il n'était pas question, compte tenu de tout ce qu'il avait, les AVK, etc. Donc on l'a laissé, et l'idée, c'était plutôt d'augmenter les apports en calcium et vitamine D. C'est une indication à aller rechercher une ostéoporose sous-jacente, ce n'est pas une indication à considérer en soi un traitement spécifique. Bon, le patient est diabétique, on en a beaucoup parlé ce matin. Les traitements du diabète ont beaucoup changé, bien entendu. Tout le monde aime la metformine, c'est bon pour tout, c'est bon pour l'os, donc ça tombe très bien. Les thiazolinium ont été les médicaments qui ont fait faire le focus diabète et os, chapitre immense de la physiopathologie. Le diabète, par la glycation des protéines osseuses en particulier, va fragiliser l'os, on le sait. On sait aussi que l'équilibre du diabète est un peu complexe, et il y a de très belles études épidémiologiques qui montrent que le risque de fracture au cours du diabète, il est en U ou en J, c'est-à-dire que les diabétiques ont une augmentation du risque de fracture si leur diabète est mal équilibré, du fait justement des complications métaboliques sur la matrice, mais aussi si le diabète est trop équilibré avec des risques d'hypoglycémie et de chute, qui fait que le risque de fracture augmente. Donc il y a une balance à faire, mais nos collègues endocrinos savent faire ça parfaitement. Toujours est-il que dans l'essai sur les glitazones, singulièrement l'Avandia, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu des complications vasculaires et surtout des complications fracturaires, puisque finalement ces médicaments modifiaient pipargamma en l'empêchant les cellules souches d'aller vers les cellules ostéoblastiques et les réorienter vers les cellules adipocytaires. Et donc on avait ainsi une démonstration par l'absurde de la malléabilité des cellules souches, mais en l'occurrence dans le mauvais sens. Et donc c'est un des médicaments dont l'usage a été interdit dans le monde en raison de l'augmentation du risque de fracture. Aujourd'hui, de plus en plus de collègues utilisent les inhibiteurs du récepteur rénal. C'est très utilisé en particulier dans les complications cardiaques des maladies systémiques. Et là, il y a une petite alerte non confirmée dans les essais de phase 3 sur l'augmentation potentielle du risque de fracture. Donc je vous ai mis ce tableau qui résume. Vraiment, le glucophage, c'est celui sur lequel on peut être le plus tranquille. Les thiazolinium, on n'en parle plus puisqu'ils ont été retirés du marché. Les analogues du GLP-1, pour l'instant, malgré les bénéfices tout à fait extraordinaires, on n'a pas de preuve d'un bénéfice osseux, mais en tout cas, ce n'est pas délétère du tout. Petite alerte ici qui reste totalement à confirmer. Je vous répète, ce sont des données issues uniquement des phases 3. Donc ce n'est pas une démonstration de l'augmentation du risque. Donc pour le diabète, le conseil pour ce patient, c'est gardez surtout votre glucophage, ça marche très bien, vérifions que vous êtes bien équilibré et on en reste là. Pour passer au médicament suivant, je voudrais faire un petit cas clinique supplémentaire. Mais vous allez voir que je vais retomber sur mes pieds après, bien sûr. Donc cette fois, il s'agit d'une femme jeune de 55 ans qui arrive à la consultation en fauteuil roulant, parce qu'elle ne peut plus marcher. Alors, elle a des antécédents tout à fait classiques. Elle a une polyarthrite qui va parfaitement bien. Ça fait 10 ans que sa polyarthrite est mise en rémission par le méthotrexate. Ce n'est plus un problème. Et ces douleurs dites articulaires évoluent depuis plusieurs mois. Elles ont commencé par une douleur du genou très, très importante. Le genou a été radiographié, il a été infiltré, ça n'a rien fait. Et finalement, il a été IRMisé, permettant de dire, finalement, madame, votre douleur, c'est une fissure, je vous en conviendrai, et c'est ça qui vous fait mal, ça va guérir, etc., etc. Donc là, on est en mars 2020. Le problème, c'est que ça ne guérit pas. Et pour vous faire l'histoire courte, elle va faire elle aussi un grand syndrome fissuraire des membres inférieurs. Et je vous demande de regarder tout... Alors bien sûr, il y a une fissure ici, mais je vous demande de regarder tout particulièrement cette image, ici. C'est une fissure, il n'y a pas de doute, métaphysaire, et non pas corticale, etc., et avec un aspect très particulier, crénelé, qui ne correspond pas du tout à la fissure horizontale ou la fissure en courbe que l'on observe dans l'ostéoporose cortisonique, par exemple, de manière très fréquente. Donc le seul diagnostic qu'on pouvait retenir ici, c'était une ostéopathie au méthotrexate, ce qui était le cas. On l'a arrêtée. Elle a remarché à 4 semaines,
Elle a repris son activité normale à 3 mois. L'APR, par chance, n'a pas reflambé. On a une douzaine de cas dans le service, la moitié sont passés aux anti-TNF parce que l'APR a bien entendu flambé quand on a arrêté le méthotrexate. Et petit conseil, ne refaites pas d'IRM comme je l'ai fait pour elle. J'étais tellement content du résultat quand elle est revenue à la consulte en marchant, en disant « ça y est, c'est super, j'ai repris mon travail ». Je dis « bon, écoutez, on va faire une IRM pour vérifier ». L'IRM n'avait absolument inchangé. C'est-à-dire que la même image, on l'a retrouvée pendant plus d'1 an après la guérison clinique. Donc cette ostéopathie du méthotrexate commence à être bien connue. Je rappelle que les pédiatres et les oncopédiatres connaissent ça parfaitement, puisque dans l'usage du méthotrexate, dans les leucémies de l'enfant, il y a des complications métaphysaires et des fissures métaphysaires aux doses de chimiothérapie dans les cancers. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Mais de notre côté, et je fais partie des gens qui l'ont dit et enseigné, il n'y avait pas de complications connues du méthotrexate de même type aux doses utilisées. 0,3 mg/kg semaine. N'était pas accompagné, il n'y avait pas de preuves dans la littérature de complications métaphysaires identiques. Et c'est depuis 4 à 5 ans qu'on voit apparaître dans la littérature plusieurs cas. Donc ça, c'est une série allemande de 78 cas. À l'ACR, il y en avait aussi. Enfin, chacun commence à sortir ses cas cliniques. Donc ça se présente toujours pareil. Donc bien se rappeler, c'est des PR ou des rhumatismes pso qui vont parfaitement bien sous métaux, qui sont en total équilibre, pas le moindre signe inflammatoire, et qui commencent à faire des douleurs articulaires, entre guillemets, des membres inférieurs. Et ces douleurs articulaires des membres inférieurs sont des fissures métaphysaires de tous les os des membres inférieurs. Ça ne concerne pas les membres supérieurs, il n'y en a jamais aux épaules, il n'y en a pas au rachis, c'est vraiment une spécificité. Ça évolue favorablement si vous arrêtez le métaux. Tant qu'ils sont sous métaux, ça ne guérit pas. Donc il faut arrêter le méthotrexate, et la guérison, vous pouvez leur prédire, enfin la disparition des douleurs, pardon, vous pouvez leur prédire en 3 à 4 semaines. Et ensuite, ça va le relais thérapeutique va dépendre bien sûr de l'évolution de la maladie polyarthrite rhumatoïde. Donc je vous montre quelques cas ici qui sont issus de la littérature, et j'insiste sur cet aspect qui est, j'ai l'impression, assez pathognomonique de cette ostéopathie. En tout cas, on n'en voit pas dans les autres syndromes fissuraires des membres inférieurs. Quelle est la cause? Écoutez, sincèrement, on n'en sait rien. Est-ce que c'est une idiosyncrasie? Est-ce que c'est les nouveaux métaux ou les nouveaux adjuvants des métaux qu'on utilise? Parce que quand même, ça fait des années et des décennies qu'on utilise du méthotrexate, on ne l'avait jamais vu. Et là, ça apparaît, il y a une flambée là, depuis 4 à 5 ans. Alors, est-ce que c'est les formes injectables? Est-ce que c'est les doses plus élevées que nous utilisons aujourd'hui par rapport à ce qu'on utilisait avant? Est-ce que c'est un effet métabolique? C'est quand même le plus probable par l'intermédiaire des folates. Bon, il y a quelques études en cours pour essayer d'expliquer cela. Donc, ce patient était sous métaux. Ça fait partie alors que sa polyarthrite allait très bien, et vraiment les cardiologues ne souhaitaient pas qu'on modifie l'équilibre de son traitement du fait de la fragilité de ce patient, mais ça fait partie quand même des éléments qu'on a discutés en disant, dans la panoplie de tout ce qu'il prend, celui-là est particulièrement toxique et correspond bien à cette sémiologie des membres inférieurs, donc il faut penser à l'arrêter et le remplacer. C'est en cours. Alors ensuite, je vais arriver sur, et pardon pour le côté un peu catalogue de cette présentation, mais c'est vraiment les éléments les plus importants. Dans des choses beaucoup plus fréquentes, bien entendu, c'est les complications de perte osseuse induites par les inhibiteurs de l'aromatase. Il y a là une plausibilité énorme, puisque l'aromatase, c'est vraiment le dernier rempart de l'organisme contre la carence en œstrogène. C'est vraiment la dernière possibilité pour des femmes ménopausées en particulier, d'avoir un petit peu d'estradiol circulant. Donc, en donnant des antirhumatases, on bloque totalement ce phénomène, on met l'estradiol à 0, donc on induit forcément une résorption osseuse et une augmentation de la perte osseuse. Elle est résumée, il y a plein d'études, bien sûr, ceci est une donnée dure, elle est résumée sur cette diapositive. Alors je déconseille aux étudiants et aux internes présents dans la salle de présenter ce genre de diapositive à leurs professeurs, vous allez vous faire jeter, mais quand vous vous appelez Coleman et que vous avez fait tous les papiers sur le sujet, vous pouvez publier dans le Lancet un papier qui est absolument un scandale méthodologique, mais très important, et sur le plan pédagogique assez génial. En fait, il a repris toutes les évolutions densitométriques de tous les essais cliniques, donc des populations différentes, des doses différentes, des machins, vous voyez ce que je veux dire? Mais il montre l'effet de la densité osseuse de manière très spectaculaire.
Vous avez ici en rouge l'effet du tamoxifène. Donc je vous rappelle que quand vous dites elle reçoit un traitement anti-hormonal, il faut dire lequel, parce que le TAM, c'est plutôt favorable pour l'os trabéculaire, ça ne fait rien sur l'os cortical, mais c'est favorable sur l'os trabéculaire, contrairement aux anti-aromatases. Donc, les anti-aromatases sont représentés par les courbes qui descendent. Vous voyez qu'il s'agit de femmes naïves de tamoxifène, ici, avec cette diminution de la densité osseuse, ou bien des femmes qui avaient précédemment reçu du tamoxifène, et vous avez l'effet des différentes anti-aromatases. Il y en a 3, il y en a un qui est un peu plus androgénique que les autres, mais peu importe, les 3 peuvent avoir exactement les mêmes effets. Donc la perte osseuse est un risque important de ces traitements, c'est le prix à payer, si je puis dire, pour un effet anti-néoplasique absolument spectaculaire, bien entendu, et ceci s'accompagne d'une augmentation du risque de fracture. Alors, il faut faire bien attention, les femmes ayant un cancer du sein ont en moyenne des densités osseuses plus élevées. On pense que la performance, si je puis dire, œstrogénique, de l'imprégnation œstrogénique pendant la vie est plus importante pour ces femmes dont la densité osseuse est plus élevée. Donc les essais thérapeutiques ou les suivis de cohorte sont faits chez des femmes qui ont des densités osseuses normales ou supernormales. Et malgré cela, on observe une augmentation du risque de fracture qui doit être donc pris en charge et qui doit être anticipé. Je vais en reparler un petit peu après. Ces agonistes du GnRH ont également été utilisés comme blocage hormonal, non pas dans des situations de cancer, mais dans des situations d'endométriose. Et ça marche très bien, bien entendu, sur les symptômes de l'endométriose et sur la réduction du tissu de l'endomètre. Sauf que chez ces femmes jeunes, ici elles avaient en moyenne 27 ans, traitées pendant 6 mois, il y a une diminution de la densité osseuse qui est très importante. Et aujourd'hui, les collègues gynécologues, dans des endométrioses traitées par agonistes du GnRH, font ce qu'on appelle des add-back thérapies, c'est-à-dire qu'ils réintroduisent des oestrogènes en parallèle des traitements par agonistes. Ça n'a pas d'effet sur le tissu de l'endomètre, et donc la maladie reste contrôlée de la même façon, mais ça empêche cette perte osseuse qui peut être très très importante lors de l'introduction de ces traitements. Et puis, agoniste du GnRH, c'est bien sûr le traitement anti-hormonal du cancer de la prostate, avec là une population singulière. Ce sont souvent des hommes âgés, ayant des comorbidités, et donc l'apparition de ce nouveau médicament va introduire un risque osseux très important. Il est vivement conseillé de faire une prévention chez ces patients. Donc aujourd'hui, il y a des recommandations très, très claires sur la prévention du risque osseux lors de l'usage des traitements anti-hormonaux dans les cancers hormonodépendants. Chez les femmes, sous anti-aromatase, il est recommandé de faire une mesure de la densité osseuse. Si vraiment elle est strictement normale, il n'y a pas d'indication à introduire un traitement préventif d'emblée. En revanche, dans ces cas-là, il faut refaire une densité osseuse à 1 an, ce qui paraît très court, mais c'est très important, car certaines femmes subissent une perte osseuse qui est très importante, et à ce moment-là, on peut introduire le traitement de manière retardée. À l'inverse, si la patiente est déjà connue comme ostéoporotique, si elle a déjà eu des fractures, il faut introduire un traitement préventif en même temps que l'anti-aromatase. Alors vous choisissez celui que vous voulez, bien entendu. La Clasta est une solution simple qui permet de faire une injection, éventuellement répétée 2 ou 3 ans après, sur des traitements qui, comme vous savez, durent 5 ans aujourd'hui, parfois 10. Donc on n'est pas obligé, sous Aclasta, de faire un par an, puisqu'on est en train de faire de la prévention d'une perte osseuse par résorption osseuse excessive. Donc on peut espacer, mais il faut bien penser à ça. Chez les hommes, cancer de la prostate, chez lesquels on commence, je parle de patients hormonosensibles. Dès qu'il y a de l'hormono-indépendance, c'est compliqué. Mais lorsqu'ils sont hormonosensibles, l'introduction de ces traitements doit faire là aussi un bilan osseux et une prévention. Ces patients, encore une fois, les hommes avec cancer de la prostate sont souvent fragiles, comorbidité, la survenue d'une fracture du col ou d'une vertèbre est souvent une catastrophe médicale pour ces patients. Je continue mon catalogue. Les antiépileptiques, alors là aussi, épilepsie et os, c'est un chapitre gigantesque, puisque la maladie elle-même, par les crises, va être une cause de fracture. La situation de la dorsalgie aiguë, suraiguë du réveil de l'adulte jeune est quasiment pathognomonique de crise d'épilepsie. Ce sont des dorsalgies par fracture vertébrale thoracique étagée qui sont provoquées par la crise et qui sont une situation évidemment assez facile de diagnostic. Ça, c'est pour la maladie elle-même, mais pour les antiépileptiques, je vous renvoie, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous renvoie vraiment à cette mise au point qui est spectaculaire et qui est résumée sur cette diapositive. Il y a une augmentation du risque osseux avec ces 3 médicaments
qui sont pourtant largement utilisés, le pire étant la carbamazépine, le Tegretol, pour lequel il y a eu vraiment beaucoup de données sur l'augmentation du risque de fracture par une toxicité probablement directe sur les cellules osseuses. En revanche, les nouveaux, les plus récents, ne sont pas associés à une augmentation du risque de fracture. Donc vraiment, si vous avez un patient épileptique, mais bien équilibré, sous Tegretol ou sous Gardenal, et que vous avez la certitude, une fois le bilan terminé, que c'est bien le médicament qui est responsable de cette ostéopathie, il faut négocier avec le neurologue, qui va vous haïr, parce que équilibrer un patient épileptique, c'est compliqué. Donc quand ils ont réussi à le faire, ils n'aiment pas qu'on touche à leurs médicaments, ce qu'on peut très bien comprendre. Néanmoins, s'il y a des complications osseuses, l'idéal est de passer rapidement au Keppra ou le Lamictal. Et puis je vais terminer par la dépression, qui est l'exemple même de l'intrication entre le risque osseux lié à la maladie parce que ralentissement, parce que carence en vitamine D, parce que addiction, parce que carence, parce que etc., etc. Et puis les médicaments, qui certes vont avoir un excellent effet sur la maladie, mais vont avoir aussi en soi une augmentation, être associés à une augmentation du risque de fracture, en particulier du fait de l'augmentation du risque de chute, bien entendu. Et le traitement de la dépression chez nos patients âgés ostéoporotiques est complexe. Il faut prendre garde de traiter la maladie de façon à ce qu'ils reprennent une activité physique et sociale normale, bien sûr, mais il faut aussi tenir compte du fait que toutes les analyses vont dans le sens d'une augmentation du risque de fracture par augmentation du risque de chute lors de la reprise, de la déambulation, etc. etc. Donc c'est une situation dans laquelle il faut prendre beaucoup de temps pour aborder ce point. En particulier, si votre sujet est déjà connu comme ostéoporotique, si votre patiente est déjà ostéoporotique et que vous savez qu'un traitement antidépresseur éventuellement puissant va être mis en route, il faut vraiment s'assurer que la situation osseuse est stable en raison de l'augmentation du risque de chute très important. Donc en résumé, la liste est très longue, je n'ai pas parlé du lithium, enfin on pourrait aborder bien sûr d'autres molécules, j'ai essayé de focaliser sur celles pour lesquelles il y a des données les plus récentes. C'est typiquement la situation de bilan d'ostéopathie fragilisante à densité osseuse normale. Ostéopathie, c'est-à-dire fracture répétée à densité osseuse normale, c'est toujours pareil, c'est insuffisance rénale, obésité, diabète et médicaments. Donc c'est dans cette niche-là qu'il faut vraiment s'acharner à chercher des médicaments. Et puis à l'inverse, chez les sujets ostéoporotiques, bien considérer que ce sont des facteurs de risque importants et qu'il faut essayer de les éliminer en se rappelant que parfois, le traitement de la maladie sous-jacente est préférable à l'arrêt de ce médicament. Merci pour votre attention.